Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Alassane Ouattara devrait se succéder à lui-même à la tête de la Côte d'Ivoire, selon les résultats provisoires proclamés ce jour par la Commission électorale indépendante. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, président sortant, est crédité de 94,27% des suffrages exprimés dans un scrutin boycotté par l'opposition et émaillé de violences par endroits. Un scrutin qui, selon la CEI, a tout de même enregistré un taux de participation de 53,90%. Pour décrypter ce scrutin, nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre Mamadou Touré, représentant le candidat du RHDP. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Sylvie. Docteur Arthur Banga, historien. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sylvie. Meïté Sindou, journaliste, directeur de Nord-Sud Information. Bonsoir, Meïté. Bonsoir. Alors, nous attendons sur ce plateau la représentante du candidat Kouadio Konan Bertin qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Commençons tout de suite par cette déclaration de la Commission électorale indépendante. Le président a donc proclamé les résultats du scrutin du 31 octobre dernier. Ces résultats donnent le candidat du RHDP vainqueur de la présidentielle de 2020. Monsieur Alassane Ouattara devrait donc rempiler pour les 5 années à venir. On écoute Ibrahim Kuibert Koulibaly, président de la CEI. Ont obtenu Alassane Ouattara 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédié Konan Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kouadio Konan Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement accompagné des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif. Alors, en entendant donc le verdict du Conseil constitutionnel, les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante donnent donc Alassane Ouattara vainqueur avec 94,27% des voix, contre 0,99% de voix pour le candidat Pascal Afi Nguessan. Pour le candidat Henri Konan Bédié, 1,66%. Enfin, pour le candidat Kouadio Konan Bertin, 1,99%. Il est à préciser que les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Afi Nguessan ont appelé au boycott du scrutin. Alors, Monsieur le ministre, commence par vous. Vous étiez sur le terrain, votre parti était donc sur le terrain et vient de remporter cette élection selon le verdict de la Commission électorale indépendante. C'est quoi votre première réaction? Mais des réactions de satisfaction. Vous l'avez bien rappelé, nous avons été partie prenante à cette élection. Le RHDP s'est organisé d'ailleurs depuis plusieurs mois en vue donc de cette présidentielle. Dans un premier temps, autour du candidat Amadou Gon Coulibaly qui est décédé, et ensuite autour du candidat Alassane Ouattara que nous avons choisi. Nous avons eu un maillage donc, du territoire qui a permis donc, à tous les responsables du RHDP dans toutes les régions d'aller à la rencontre des populations, non seulement pour faire notre bilan, mais renouveler donc, le contrat donc, social entre le président Alassane Ouattara et les Ivoiriens. Le score que nous avons est un score satisfaisant, surtout que cette élection s'est tenue dans un contexte particulier où une certaine opposition a tenté d'empêcher la tenue de ces élections, dans un environnement de pré-campagne et de campagne où il y avait un appel à la désobéissance donc, civile, qui d'ailleurs n'a pas été suivi par l'immense majorité de nos concitoyens. Arrivé au bout donc, de cet exercice, à avoir donc, un taux de participation de 53%, à avoir plus de 94% de suffrages exprimés en faveur de notre candidat, ne peut être que satisfaisant pour nous. Et je vais rappeler que pour nous, ce scrutin, la tenue de ce scrutin et les résultats obtenus, c'est aussi la victoire de la démocratie. Parce que ceux qui n'avaient pas voulu cette élection s'étaient mis dans une logique antidémocratique.
Alors, vous étiez pratiquement seul en course. Est-ce qu'il y a véritablement des raisons de satisfaction quand on va à une compétition sans les principaux adversaires qui décident de boycotter? Mais on peut toujours regretter que dans une élection, surtout à un tournant aussi décisif, que celui que nous avons aujourd'hui par rapport à notre pays, que des hommes politiques décident de façon délibérée de ne pas aller à des élections. La frustration qu'on peut avoir, c'est, je considère moi que c'est un mépris pour les Ivoiriens, un manque de respect pour les Ivoiriens, les avoir privés de débat. Parce que l'enjeu de ces élections, c'était vraiment le débat démocratique. Qui propose quoi? Quelles sont nos visions pour la Côte d'Ivoire? Chacun a eu à gouverner en dehors des KKB à une certaine époque. Quel a été le bilan donc de chacun? Ils nous ont privé des débats. Mais cela ne nous a pas empêché, nous, de considérer que cette élection, Alassane Ouattara n'y allait pas contre quelqu'un. Alassane Ouattara a été élu en 2010. Les Ivoiriens lui ont fait confiance en 2010. Cette confiance a été renouvelée en 2015. Alassane Ouattara a proposé un projet aux Ivoiriens. 10 ans après, il était question de faire le bilan de ce projet. Et au niveau économique, au niveau social, au niveau politique. Au-delà de ce bilan, Alassane Ouattara dégage aujourd'hui des perspectives jusqu'en 2030. Et ce rêve, donc, avec cette vision dégagée par le président Ouattara, nous avions à cœur donc, de le partager avec nos concitoyens. Donc c'était d'abord une rencontre entre Alassane Ouattara et un peuple à qui donc, il avait donc, promis un certain nombre de choses ces 10 dernières années. Il a réalisé certaines choses. Certaines choses seront encore à consolider dans les années à venir et ensuite demander au peuple de renouveler sa confiance à Alassane Ouattara et ça a été fait. Alors, Dr Arthur Banga, si on considère les élections comme un exercice démocratique, est-ce qu'on peut dire de ce scrutin-là qu'il a été un bel exercice de démocratie? Est-ce que la démocratie a gagné quelque chose à travers ce scrutin? On n'a pas vraiment progressé en termes de démocratie dans toutes les phases du scrutin, que ce soit dans la campagne, dans le vote, dans les résultats. C'était pas le scrutin qu'on rêvait, justement. Après 2010, qui a mobilisé les Ivoiriens un premier tour avec plus de 80% de taux de participation. 2015, moins bon. Je disais qu'en 2020, surtout que il y avait un chamboulement politique. Il y avait le RHDP, groupement politique qui avait éclaté. Donc on allait voir Henri Konan Bédié, on allait voir le PDCI, on allait même voir GPS, on espérait le FPI, mais on se disait qu'on allait avoir un scrutin beaucoup plus ouvert que ça. Et avec d'autres leaders politiques comme Mabrito Akeus, Mamadou Koulibaly, on s'attendait à cette fête de la démocratie, comme on l'a eu un peu dans le premier tour de 2010. Malheureusement, on n'a pas été servi. Parce que d'abord, juridiquement, tout le monde n'a pas pu participer, mais même ceux qui ont été retenus n'ont pas eux aussi participé. Ça fait que finalement, et même pendant la campagne, on était tellement concentré à éteindre des flammes partout dans la Côte d'Ivoire, à espérer des négociations pour faire revenir l'opposition dans le débat politique. Ce qui fait qu'on n'a pas vécu de démocratie, encore moins 2 jours des élections aujourd'hui. Justement, quand on regarde un peu les résultats, on voit qu'aujourd'hui, il y a 2 Côtes d'Ivoire. Voilà. D'abord, il faut relativiser quelque chose. Les 53,9% de taux de participation donnés par la CEI sont une façon innovante de calculer le taux de participation. Alors, on reviendra sur le taux de participation. Pourquoi Ok, d'accord. Maintenant, pourquoi je dis qu'il y a 2 Côtes d'Ivoire? C'est vrai, le score du président Ouattara est parfait, avec plus de 3 millions de votes exprimés. Mais quand on regarde la carte des incidents, quand on regarde la carte des taux de participation, on se rend compte qu'il y a une fracture évidente. Une fracture alors qu'on devait sortir de ce scrutin-là par la démocratie qui nous permet de resserrer les liens. Voilà, on ressort encore avec les tensions et les fractures sociales bien plus grandes. Donc voilà pourquoi ce scrutin, finalement, il n'a pas apporté... La fête n'a pas eu lieu. Voilà. Maïté Sindou, comment vous appréciez l'environnement général, le contexte dans lequel s'est déroulé ce scrutin? Moi, je pense que globalement, le peuple ivoirien a eu l'occasion de se prononcer. Moi, j'ai vu une mobilisation extraordinaire là où le vote a été possible. Et je crois que le vote a été possible sur la très grande majorité des lieux de vote. Quand je regarde un peu rapidement les chiffres, sur les 22 381 bureaux de vote, je crois que le président de la commission électorale indépendante nous a dit que
17 601 oui, un peu plus de 17 000 ont été ouverts. Ça fait quoi? Environ un taux de repli d'environ 4 700 bureaux de vote où le vote n'a pas pu se tenir. Donc quand on corrèle ça avec la cartographie électorale, cela fait que le vote n'a pas pu se tenir globalement dans un bureau de vote sur 5. C'est-à-dire que dans 4 bureaux de vote, les élections sont correctement déroulées. Et puis bon, on a vu la mobilisation des électeurs. Moi, j'étais dans ma zone à regarder les élections à l'Est, hein, où notamment il y a eu vraiment une action forte avec une stratégie derrière de la planification pour l'empêchement au vote, hein, pour empêcher les citoyens d'accéder au bureau de vote. Et je regarde par exemple que, alors même que le corps préfectoral avait pris par anticipation des dispositions pour déplacer le matériel électoral donc, du centre de la commission électorale locale, notamment vraiment du département dans les sous-préfectures, mais il y a eu un empêchement de vote du centre de la sous-préfecture vers les villages. Donc cela fait que, comme dans les villages, effectivement, il est beaucoup plus facile d'abattre des arbres et de couper des routes. Le matériel électoral, dans la plupart des villages des sous-préfectures, en tout cas dans la région de l'Indénié où j'étais, le matériel électoral, malheureusement, n'a pas pu atteindre les électeurs, alors que, et ça, je peux vous le garantir, je l'ai senti parce que j'étais au contact des populations, la mobilisation, le désir d'aller exprimer, hein, s'exprimer dans le vote était réel. Voilà. Donc, ils ont attendu, parfois ils ont attendu le matériel électoral, ils ont attendu le personnel électoral, les électeurs ont attendu et malheureusement, ils ont été empêchés de voter. Alors, comment vous expliquez que 60 années après notre indépendance, la Côte d'Ivoire se retrouve à ce stade-là dans un scrutin avec autant de violence? Moi, je pense, hein, peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus, je pense que le scrutin présidentiel de 2020 est peut-être le cycle qui va clôturer celui qu'on a ouvert en 2010, moi je pense. En 2010, si vous avez remarqué, c'était la première élection disputée. Je crois que la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de mal avec les élections après la disparition du président Houphouët, parce que on ne s'est jamais entendu, hein, sur les conditions, sur les règles du jeu démocratique. La Côte d'Ivoire n'a jamais pu créer un environnement où les 3 grands ténors, hein, de l'ère post-Houphouët, le président Alassane Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo se retrouvent sur le même ticket. Cela a été possible qu'en 2010. Vous connaissez l'histoire. Voilà, c'est cette histoire, à mon humble avis, qui n'est pas terminée. Et moi, je pense, hein, et c'est comme ça que j'interprète l'expression du suffrage des Ivoiriens. Là, les Ivoiriens ont surtout, beaucoup plus que pour un homme et pour un projet, les Ivoiriens ont voté surtout pour une certaine vision de la Côte d'Ivoire. Voter pour la nécessité de mettre en place un pays définitivement stable. Et c'est en cela que je pense qu'il faut avoir beaucoup d'espoir. L'espoir partagé d'ailleurs par le président de la commission électorale indépendante, dont j'ai écouté le discours avec beaucoup d'intérêt. Je pense que les Ivoiriens voulaient cette fois-ci, en bravant les entraves à l'expression du suffrage démocratique, ils voulaient clôturer définitivement ce signe indien d'une Côte d'Ivoire totalement instable. Et je crois que sur le pan, en tout cas, du programme du président Ouattara concernant la stabilité, je pense que ce pan du programme a eu un écho favorable. Alors, Monsieur le ministre, il a dit, hein, vaincre le signe indien, mais ce n'est pas encore le cas. On a eu des élections avec beaucoup de violence, on a eu des élections avec mort d'hommes, et encore aujourd'hui, des opposants ont dénoncé des attaques de leur domicile, on parlait d'arrestation. Comment on en est arrivé là aujourd'hui, 60 ans après? On n'a même pas tiré les leçons de 2010 encore, qui est très récent. Vous me permettrez de dire à Arthur Banga que la victoire de la démocratie, c'est moins le retrait de certains candidats que la volonté d'un peuple donc, de se battre pour que les élections aient lieu à date et donc de s'exprimer dans les urnes. Aujourd'hui, malgré donc, tous les actes de violence qui ont été démultipliés, malgré toutes les tueries, malgré donc, les arbres qui ont été donc, abattus, obstruant le processus électoral, les Ivoiriens, en tout cas 53% des électeurs, se sont mobilisés pour aller dans les urnes. Là où certains n'avaient même pas voulu que les élections aient lieu. Et ceux-là, j'estime qu'ils étaient dans une logique antidémocratique. Parce que donner la possibilité à des concitoyens de s'exprimer et de choisir librement leurs dirigeants, c'est ça la démocratie.
Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et là, donc 53% des Ivoiriens sont allés voter. Alors, la faiblesse du taux de participation, je vais rejoindre Meïté Sindou. Monsieur le ministre, on va revenir, si vous permettez, sur le taux de participation. Non, c'est même pas sur le taux de participation. On peut commenter. C'est qu'on ne peut pas partir simplement des chiffres sans aller en profondeur. Lorsque dans des localités telles que Zoukougwe, puisque j'ai été quand même directeur de campagne dans le Haut-Sassandra, quelques kidam profitent donc du nombre insuffisant des forces de l'ordre pour aller casser donc les urnes, là où les populations attendaient de voter. C'est cela la question. Comment vous expliquez ces violences-là? Lorsqu'à Saïwa, on va couper des arbres, empêchant donc le matériel électoral d'arriver à bon port, et lorsque on va s'attaquer, donc des gens importés d'autres localités viennent s'en prendre à des villageois autochtones qui demandaient donc de voter, en réalité, nous avions un défi. Le défi, c'était de faire en sorte que ces élections aient lieu et faire en sorte que les Ivoiriens donc, aillent voter. Et les Ivoiriens ont désavoué ceux qui étaient dans une logique antidémocratique. Maintenant, vous parlez des cycles depuis 1960. Je voulais rappeler quand même que entre 2010 et 2020, il y a eu 2015 où les élections sont passées relativement dans le calme. Je voulais rappeler aussi qu'il y a eu le boycott actif donc, de 1995 où on a eu donc des violences. Nous espérions, nous en tout cas, que ces élections serait l'occasion pour les Ivoiriens, mais surtout pour les hommes politiques, de montrer qu'il y avait une dynamique de changement. Malheureusement, vous avez ces mêmes acteurs politiques qui sont restés dans la même logique antidémocratique. Et je vais rebondir sur ce que Meïté Sindou a dit. La seule élection en Côte d'Ivoire où on a eu, sur le même théâtre, tous les leaders politiques, c'était en 2010. Mais en dehors de 2010, vous prenez depuis 1990, en 90, la Convention de la gauche décide de boycotter les élections. Le président Oufoué se retrouve face à Laurent Gbagbo. En 2015, le président Bédié décide d'éliminer tous les candidats. Il se retrouve avec 5 candidats, dont le plus illustre était donc Francis Vaudier, qui était un historien donc de l'opposition. Alors, cette année, c'est 40 candidats qui sont éliminés. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, les ténors de l'opposition, n'ont pas pu participer. En 2000, Laurent Gbagbo s'arrange avec Robert Gueye pour éliminer tous les candidats. Je vais rappeler donc que tous ces candidats qui ont refusé d'aller aux élections sont des candidats qui, par le passé, ont utilisé donc des artifices juridiques pour éviter donc d'affronter Alassane Ouattara. Le seul candidat qui a battu tous les autres à une élection présidentielle, et cela ça a été fait en 2010, c'est Alassane Ouattara. Alors, monsieur le ministre, on peut vous reprocher également d'avoir éliminé 40 candidats. Non mais attendez, qui est le chef des filles de l'opposition aujourd'hui? C'est Henri Konan Bédié, c'est pas moi qui le dis. Il vient d'être désigné, il a été désigné donc par ses pairs comme chef des filles de l'opposition. Il remplit les conditions, il est candidat. Afin Guessin est candidat. Et les 40 autres? Mais les 40 autres, sans rentrer dans des détails. Mais la démocratie, c'est aussi le respect des lois. Quand la loi électorale dit que lorsque vous êtes condamné, vous ne pouvez pas figurer sur une liste électorale. Et donc, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat, on ne peut pas dire qu'on vous a éliminé artificiellement. Donc, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne remplissaient pas objectivement les conditions pour être candidat. Mais les autres candidatures qui n'ont pas pu respecter les conditions de parrainage et autres, des candidats qui n'avaient même pas tous les documents au complet, mais il faut aller en profondeur. Il y a eu des candidatures fantaisistes. Et donc, les candidats qui ont été retenus sont ceux qui remplissent réellement les conditions. Malheureusement, ces candidats ont décidé, dans une logique, je répète, antidémocratique, de ne pas aller à ces élections. L'opposition qui se réunit aujourd'hui autour de Henri Konan Bédié aurait pu faire bloc autour d'Henri Konan Bédié pour aller à ces élections. Je pense qu'on a un vrai problème dans notre classe politique. D'accord. Alors, on va écouter, on va revenir sur ce plateau. On va revenir sur ce plateau. Le temps juste d'écouter la réaction du candidat malheureux à cette présidentielle, M. Kwadio Konan Bertin, et également celle de l'un des représentants du parti, le RHDP, qui a donc été déclaré vainqueur du scrutin. M. Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter. Le président de la République, je l'ai dit et répété au cours de la campagne, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. Je suis respectueux de nos institutions et par-dessus tout, je souhaite que la concorde civile, la paix et la démocratie l'emportent sur les querelles d'ego et de clans. Dans les heures et les jours qui viennent, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant,
nous prendrons nos responsabilités dans l'intérêt exclusif de la Côte d'Ivoire. S'il s'avère possible de mettre en œuvre certaines de nos propositions, s'il apparaît qu'il existe une réelle volonté d'union nationale, s'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Mes amis, votre mobilisation. Les ministres Mamadou Sanogo et Adam Kwasi étaient face à la presse cet après-midi du lundi 2 novembre 2020. Objectif, apporter des éclaircies vis-à-vis de certaines informations véhiculées portant un discrédit sur la crédibilité des élections en Côte d'Ivoire. Ce rapport de Carter Center est des assertions qui ne sont pas étayées par des faits. Et là, souvent, c'est gênant. Nous ne pouvons pas nous permettre de porter un jugement sur une telle institution que nous avons toujours respectée depuis que nous gérons les questions électorales. En matière d'observation, il y a des règles. Dans le cas de la rédaction des rapports, il faut être rigoureux. Parce que faire des assertions qui ne peuvent pas être étayées, qui peuvent même jeter l'huile sur le feu, souvent c'est gênant. Le processus électoral, il a débuté sous feu le Premier ministre Amadou Ougon par un dialogue très ouvert. Beaucoup de séances, beaucoup de patience. Il a donné l'opportunité à l'opposition d'émettre leur avis, etc., etc. Il est allé contre, il a fait des concessions qu'on ne pouvait pas imaginer. Et toutes ces concessions ont été votées en touche. Sur la légitimité du scrutin présidentiel, Adam Kwasi répond. Il ne faut pas se créer de faux complexes. La légitimité est donnée par le peuple de Côte d'Ivoire, bien évidemment par ceux qui ont réussi à voter. Donc, il ne faut pas qu'on cherche à enlever cette victoire à ce peuple-là. C'est vraiment important. Il y a peut-être des personnes qui ont empêché d'autres de voter, certes, mais ceux qui ont pu voter l'ont exprimé clairement. Dans toutes les régions, le président Ouattara progresse. Les ministres Mamadou Sanogo et Adam Kwasi. Alors, Madame Simone Ayeri, porte-parole du candidat Kouadio Konan-Bertin, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Alors, votre candidat, il a été crédité de 1,99% des voix, on l'a entendu tout à l'heure. Comment il a accueilli ce score-là? Alors, il faut comprendre qu'au-delà des chiffres, certainement l'enjeu de cette élection pouvait aussi se porter sur le terrain de la paix. Et le candidat Kouadio Konan-Bertin pense avoir fait le sacrifice de sa personne afin que notre pays, au moment où nous sommes sur ce plateau, continue de vivre, continue d'espérer en une. Comment sa candidature permet au pays de continuer de vivre? Oui, parce que nous avons tous été témoins des crispations, des émotions qui ont émaillé ces élections durant tout ce processus. Et à ce niveau-là, être candidat contre vents et marées au nom de la paix a permis donc à Kouadio Konan-Bertin d'offrir aux Ivoiriens qui voulaient justement exprimer leur volonté dans les urnes de le faire. Parce qu'imaginez, madame, qu'il n'y ait pas d'élection, certainement que nous ne serons pas là. Donc au-delà des chiffres, il faut voir l'enjeu majeur qui pourrait aussi être comptabilisé en termes de paix. Et pour cela, Kouadio Konan-Bertin et toute son équipe, et avec lui, toute cette nouvelle classe politique qui est née, qui manifeste son désir de passer à autre chose qu'à des élections émaillées toujours et toujours de mort et de violence. Toute cette classe politique se réjouit d'avoir permis le déroulement du scrutin, mais voudrait que les uns et les autres tirent les enjeux, les leçons de cette élection. Il n'y a pas que ceux qui ont participé, mais le peuple lui-même, les partis politiques, qu'on soit au pouvoir ou à l'opposition, qu'on soit de la société civile, qu'on soit ivoirien tout court, nous devons tirer les leçons de cette élection. Nous nous réjouissons, mais alors il doit y avoir des acquis à partir de maintenant. Les leçons que nous tirons, c'est que tout le monde doit comprendre la nécessité de parler de paix, aller à la réconciliation pour offrir dans les tout prochains mois à la Côte d'Ivoire de vivre des élections apaisées. Et cela, nous le pouvons. C'est cette voie-là que Kouadio Konan-Bertin... Est-ce que vous pensez que le message a été entendu au regard de ce qui se passe en ce moment? Nous l'espérons, mais c'est aussi cela que nous décrions. La classe politique doit se ressaisir. C'est à elle d'indiquer le bon chemin. Et si elle ne peut pas indiquer le bon chemin, je pense que le peuple est libre aussi de se donner les dirigeants qu'il souhaite avoir. Et donc, il faut que les politiciens l'entendent. Il n'y a aucune solution dans la violence. Mais aussi, nous le disons,
Il faut créer les conditions pour que les uns et les autres aillent, mais vraiment dans la sérénité à ces élections. C'est un appel que nous ne pouvons que lancer aux uns aux autres. Il faut donner les conditions, il faut mettre les Ivoiriens dans des conditions d'aller à des élections apaisées. Il faut que les Ivoiriens aillent à des élections apaisées. Alors, vous avez estimé que les conditions étaient réunies pour y aller? Oh, madame, les conditions n'étaient pas forcément réunies, mais il fallait y aller. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, et le candidat l'a repris dans son adresse cet après-midi, entre deux mots, nous avons choisi le moindre mal. Voyez-vous, si nous revenons en arrière, il y a 2 mois, 3 mois, et qu'il n'y avait aucune possibilité d'aller à ces élections, nous n'aurions eu autre chose que des belligérances beaucoup plus accrues, beaucoup plus prononcées, et donc certainement, nous serions en train de comptabiliser beaucoup plus de morts. Or, en allant à ces élections, nous croyons avoir fait le sacrifice de la paix. Maintenant, il faut tirer les acquis de cette élection. Les langages doivent être apaisés. La réalité s'impose à nous tous que nous devrons chacun regarder avec sérénité la situation pour proposer aux Ivoiriens la voie la plus consensuelle, la plus apaisée, la plus démocratique possible. De sorte que ces acquis-là, nous puissions après, justement, les proposer à nouveau aux Ivoiriens qu'ils aient confiance en nous à nouveau. Je parle de la classe politique qui doit se saisir de ces acquis de cette élection pour pouvoir proposer aux Ivoiriens une nouvelle façon de faire la politique. Nous pensons que certainement nous avons été entendus, nous avons été compris puisque nous avons été accompagnés par la jeunesse, par les femmes, par les... Alors, si vous regardez les résultats, nous pourrons dire que les résultats ne sont pas nécessairement le reflet de la réalité. Parce qu'il y a eu des empêchements. Il y a eu des empêchements, il y a eu beaucoup d'entraves. Donc, on ne peut pas considérer les résultats comme étant les reflets de la réalité. N'empêche, nous y sommes. Il faut en tirer les leçons. Il faut que les tons soient beaucoup plus apaisés. Il faut rechercher de part et d'autre le consensus qui nous emmène à la paix. Nul ne peut avoir raison devant aucune violence. Elles sont à proscrire. Dorénavant, ce que nous proposons, c'est d'aller à la paix. Comment y arriver? Nous avons indiqué la voie cet après-midi. Nous appelons à une grande conférence nationale qui pourrait être le lieu où on pourra vider tout ce contentieux électoral qui, nous l'avions espéré, était déjà derrière nous en 2010. Mais apparemment, 2020 nous a encore cristallisé sur ces ardeurs-là. Il faut que nous tournions la page. Il faut offrir autre chose au peuple de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Arthur, on parlait des violences qui ont, on va dire, émaillé ce scrutin. Vous aviez une réaction là-dessus? Rapidement, par rapport au dit du ministre, je vais dire 2 choses. C'est vrai que réaliser le vote dans ce contexte-là, c'est important pour la démocratie, je suis bien d'accord, mais ce n'est pas que la démocratie. Quand vous-même vous parlez de mort, d'empêchement, c'est qu'on n'est pas dans la démocratie. C'est que notre démocratie, elle est malade. Elles sont encore plus malades de ces élections. Ça, c'est un fait. On n'a même pas à discuter. Quand on ne peut pas me faire croire que ces élections-là sont normales ou qu'elles se sont bien passées, je suis désolé. Quand 5000 bureaux de vote, donc environ sur 7 millions d'électeurs, plus de 1 million ne votent pas. Mais il y a une faiblesse. Notre démocratie est malade. Ça, il faut le dire clairement. C'est quoi la norme? C'est quoi la norme? Je viens. Deuxième chose, ils sont cohérents. Le ministre nous dit tout de suite que, d'abord en 1995, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo n'ont même pas déposé leur dossier. Donc, il n'a pas été rejeté. Mais il nous dit qu'en 1995 et en 2000, les gens ont manipulé et en 2020, on a appliqué la loi. On n'a pas un regard choisi sur la loi. Soit on se dit qu'on applique la loi tous les jours, mais il y a quelque chose de clair dans toutes les élections qu'on a faites, à l'exception de celle de 2010, toutes les forces représentées et représentatives de notre pays n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Ça aussi, c'est quelque part, c'est un problème. Qu'on arrive à avoir des mécanismes qui ne permettent jamais. En 1995, Ouattara et Gbagbo n'ont pas participé. En 2000, Bédié et Ouattara n'ont pas participé. En 2020, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, qui représentent les gens, sont éliminés. Bédié et Afingé ne participent pas. Mais c'est clair qu'on n'a jamais eu, à part 2010, comme il l'a dit lui-même. Et comment pour 2020, c'est la loi, et pour 1995 et 2000, c'est des manigances sont cohérents. Voilà. Alors moi, je vais quand même réagir sur ça. Arthur Banga, vous êtes certainement jeune, mais vous devez savoir qu'en 2015, il y a une loi, la loi électorale de 2015. En 1995 aussi, il y avait une loi. En 2015, il y a une loi électorale qui n'a pas permis à Alassane Ouattara d'être candidat. En 2015 En 1995.
Laurent Gbagbo, dénonçant cette loi électorale, a décidé de ne pas aller aux élections. Cette loi a été qualifiée de loi ivoiritaire. Alassane Ouattara donc, a respecté. En 2000, il a appelé au boycott. Alassane Ouattara a été éliminé dans des conditions très controversées, puisque le juge qui élimine Alassane Ouattara prétend qu'Alassane Ouattara n'a pas déposé certains documents alors que ça a été déposé, mais ceci étant, Alassane Ouattara a été éliminé. Alassane Ouattara a appelé ses militants à rester chez eux à la maison et à ne commettre aucun acte de violence. Ce que je dis, c'est qu'en 2020, parce que la démocratie, c'est aussi le respect de l'état de droit. Si la loi ne vous permet pas d'être candidat, vous n'êtes pas candidat. Est-ce que la loi électorale dit que pour être candidat, il faut être électeur? Est-ce que la loi électorale dit, la loi électorale qui a été adoptée par tous... C'est le même raisonnement. Non, attendez. Oui. Est-ce que la loi électorale dit que lorsque vous n'êtes pas électeur, parce que condamné, vous ne pouvez pas être candidat? Ce que je dis, c'est très factuel. Laurent Gbagbo, la loi ne lui permettait pas d'être candidat. D'ailleurs, il n'a même pas signé sa déclaration de candidature. La loi ne permettait pas à Guillaume Soro d'être candidat. Peut-être qu'il aurait fallu que ces deux personnalités émanant donc de formations politiques, en substitution à leur candidature, puisque la loi les empêchait d'être candidats, trouvent au sein de leur parti donc des personnes de ressources qui ont pu être portées par le parti. Donc ce que je dis, c'est que ceux qui ont été éliminés en 2020 l'ont été, en tout cas sur la base d'une loi qui a été appliquée. D'accord. Et maintenant, je vous dis en 2000, c'était aussi la loi. La démocratie, c'est aussi l'expression du peuple. Je n'ai pas dit que c'est exclusivement. D'accord. Le peuple s'est exprimé ou pas? Oui, à 53%. Je peux parler. Et je termine pour dire que lorsque des hommes politiques, et Madame l'a dit, c'est notre responsabilité, se disent démocrates, mais il aurait été plus simple que chacun appelle le boycott et demande aux Ivoiriens de ne pas sortir pour nos élections. Et le taux d'abstention réel en ce moment-là aurait permis donc de mesurer la légitimité donc, des uns et des autres. Mais quand, d'abord, vous n'êtes pas suivi lorsque vous lancez votre modèle de désobéissance civile et qu'ensuite, vous usez de violence pour empêcher vos compatriotes d'exercer leurs droits démocratiques et que vous annoncez que les élections n'auront pas lieu, s'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie. Le fait qu'on ait pu tenir des élections avec 53% des Ivoiriens, c'est la victoire de la démocratie. Je vais répondre dessus. Non, ça va, j'ai la parole. Alors, on va permettre à Meïté Sindou et puis revenir à vous. Non, deux petites choses. Hein. Oui. Très rapidement, ça me permettra effectivement de rebondir là-dessus. Mais l'aptitude à l'exercice démocratique dont on parle, parce que quand j'entends mon frère Arthur, que je rencontre à longueur de débat, on a le sentiment que cette responsabilité-là, dans une république comme la Côte d'Ivoire, ne pèse que sur le pouvoir. Non, je suis pas. Mais non, voilà, mais bien sûr. Il faut avoir le courage de le dire. Non, ça je le dis. Mais voilà. Je le dis, mais je dis. Cette responsabilité-là pèse. Bien sûr. Elle pèse autant sur l'opposition. Je vais. Alors, donc moi, je te renvoie à la question. Est-ce que l'opposition que toi tu vois aujourd'hui, est-ce que c'est une opposition citoyenne? Je vais répondre. Est-ce que c'est une opposition républicaine? Est-ce que c'est une opposition démocratique? Est-ce que c'est une opposition... Je vais répondre. Est-ce que c'est une opposition qui agit, qui décide selon la Constitution? On regarde le dernier acte qui vient d'être posé. On bavasse la Constitution à longueur de journée. Meïté Sindou. Ok, je veux parler. Alors, vous dénoncez, comme tout le monde, les violences. La responsabilité de sécuriser le scrutin, de sécuriser les électeurs incombés à qui? Vous allez répondre, vous en faites pas. Incombés à qui? Mais à la force régalienne de sécurité de l'État, bien entendu. Voilà. Donc, est-ce qu'elles ont fait leur travail? Naturellement qu'elles ont fait leur travail. Mais comment vous voulez que nos forces de défense et de sécurité se mettent à tous les coins de rue, dans tous les villages, dans tous les campements, pour sécuriser non seulement le matériel électoral, le convoyage du matériel électoral, le déplacement des électeurs? C'est ubuesquement impossible. C'est pas possible. Les forces républicaines, en tout cas les forces de sécurité pour l'Est où j'étais, ont fait leur job. Ça, je peux le dire. Parce que beaucoup de foyers de tension étaient allumés en même temps, parce que le défi était majeur. D'abord, il fallait sécuriser le matériel électoral. Ensuite, il fallait déplacer le matériel électoral d'un point à un autre. Sécuriser le personnel électoral, c'est-à-dire le personnel de la CEI locale. Sécuriser le déplacement des électeurs de leur domicile vers les lieux de vote. Quasiment pas possible. Vous avez la sans compter les foyers de tension qui étaient allumés ici et là en termes de manifestation. Au ministre, qui d'ailleurs
hors plateau me fait l'honneur de s'accompagner quelquefois. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas venir me dire que la loi de 95 est injuste et la loi de 2020 est juste. Ce sentiment-là... Qu'est-ce qui est injuste en 2000? Vous n'allez pas m'interrompre. Le fait qu'un condamné ne puisse pas être candidat, c'est injuste. Bon, il faut bien que je parle. Non, je vous pose la question. Allez-y, Arthur, allez-y. Vous avez la parole. À chaque fois que je parle, on doit interrompre. Allez-y, vous avez la parole. Ce que je dis, monsieur le ministre a dit qu'en 95, les gens étaient éliminés par une loi injuste. Oui. Et qu'en 2020, la loi est injuste. Non, c'est pas... Il faut avoir la même attitude devant la loi. Je ne peux pas me dire... Respectez la loi de 2020, mais ne respectez pas celle de 2015. On a respecté la loi de 95. En 95, vous avez aussi appelé au boycott actif. Le premier boycott actif, des villes comme Kong, Odiéné, Oumé, Gagnoa, Ouragayo, il y a une bonne dizaine de villes qui n'ont pas voté. Oui. Ce n'est pas la première fois. Oui. Et le RDF faisait partie de ceux qui ont appelé. Oui. Voilà, donc c'est... Et vous faites partie, en dépit du fait que la loi... Vous n'avez même pas posé votre candidature, d'abord, mais vous avez estimé que la loi vous a... Donc aujourd'hui, comprenez que les gens aient un ressentiment face à la loi. Je reviendrai à votre question. Deuxième chose que je veux dire, en 2000, le PDCI aussi avait appelé au boycott passif citoyen, qui est un boycott responsable. Ça, je le dis clairement pour répondre à M. Sendou. Effectivement, il y a deux types de boycott. Le boycott passif, il est citoyen. Je n'ai pas envie de voter, je ne vote pas. D'ailleurs, il permet justement de mieux analyser les données. On est bien d'accord. Le boycott actif... C'est le boycott du PDCI en 2020. En 2000. En 2000, ah d'accord. Le PDCI et le RDR ont appelé un boycott citoyen en 2000. Mais même quand les résultats sont sortis, le RDR estimait qu'il fallait reprendre la rue pour reprendre les élections. Donc le RDR n'a pas... Tout le monde dans ce pays a eu un moment dans sa vie où il y a eu un déphasage avec la loi. Où il n'a pas respecté la loi, où il n'a pas accepté la loi. Non, je répète, en 95, en 2000, en 2020, aujourd'hui, les gens disent que vous n'avez pas participé aux élections, ça ne doit pas vous intéresser, mais en 2000, le RDR n'avait pas participé aux élections, mais les résultats les ont intéressés, puisqu'ils sont allés dans la... Donc c'est là que je viens. Responsabilité citoyenne. Oui. La responsabilité citoyenne, oui. Elle est collective. Oui. Elle fait partie, c'est pour ça que je dis... Aujourd'hui, en 2020, notre démocratie n'a pas tiré les leçons de toutes ces démocraties. C'est un constat amer, clair et évident. Ce qui change, Arthur Banga, entre l'élection de 2000 et les autres élections, on peut les reprendre une à une. En 2000, Alassane Ouattara, pour nous, a été éliminé de façon inique. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été éliminé de façon inique aussi pour ses partisans. Je vais terminer mon raisonnement. En dépit de son élimination... Tout le monde pense qu'on est éliminé de façon... Alors, allez-y très rapidement pour qu'on puisse avancer sur le débat. Alassane Ouattara a demandé à ses partisans de ne pas sortir. Et nous n'avons pas participé aux élections. Si. Lorsqu'il y a eu contentieux sur les résultats des élections entre Robert Gueye et Laurent Gbagbo, sur qui a gagné, qui n'a pas gagné, alors que les deux candidats qui avaient participé à ces élections contestaient l'un par rapport à l'autre la victoire, et que Laurent Gbagbo ait appelé ses militants à prendre la rue. Exact. Le RDA a estimé en ce moment-là qu'à partir de ce moment, il fallait une reprise des élections. D'ailleurs, le RDA a été la victime donc, de cette situation, puisque les militants du RDA ont été massacrés. Ce que je dis, c'est que le respect, Alassane Ouattara en 1995 a fait une déclaration publique en disant que les conditions liées aux années à passer en Côte d'Ivoire avant d'être candidat, ne lui permettant pas d'être candidat, je dis que Alassane Ouattara... La loi... Laissez-le terminer, Arthur. Vous avez demandé qu'on vous écoute. Alassane Ouattara a estimé qu'il ne faisait pas acte de candidature. Le parti d'Alassane Ouattara, avec le FPI, je ne nie pas, s'est retrouvé dans une logique de boycott actif. D'ailleurs, nous avons été, même en 2000, je vais aller plus loin, pour les élections législatives de décembre 2000, nous sommes retrouvés dans une logique donc, de boycott des élections, que nous avons regretté publiquement. Nous avons estimé que ça a été une erreur. Alassane Ouattara, là aussi, a été disqualifié, même pour les élections législatives. Alors, par la loi. Nous avons estimé que c'était une erreur. Mais ce que je dis, Arthur, c'est qu'en 2000, lorsqu'il est dit, par exemple, que les candidats doivent signer leur déclaration de candidature, lorsqu'il est dit clairement par la loi que lorsque vous êtes condamné, vous ne pouvez pas être candidat, alors que le code électoral a été adopté de façon consensuelle et que les mêmes dispositions existaient dans le code électoral avant les élections donc, de 2020, vous ne pouvez pas dire que ces candidats ont été éliminés de façon artificielle. Mais pourquoi votre regard sur la loi change entre 1995 et 2020 Alors, ce qui change dans le regard sur la loi, oui. C'est que lorsque toutes les parties prenantes se sont accordées sur une règle,
lorsqu'on s'est tous accordés sur une règle, et ce n'est pas une règle qui date, mais cette disposition de la loi électorale date, elle ne date pas de 2020. Si vous permettez, monsieur. Alors, s'il vous plaît, on va revenir à... on va revenir à vous, monsieur le ministre. Maïté, vous n'avez pas la parole. A reconnu qu'il avait légiféré spécifiquement. Vous n'avez pas la parole. On va écouter Mme Ayeri. Monsieur le ministre, vous permettez? On va écouter Mme Ayeri. Je vous sers ça. Il a reconnu qu'il avait légiféré pour écarter Alassane Ouattara. S'il vous plaît, on va s'écouter sur ce plateau. Mme Ayeri, allez-y, vous avez la parole. La loi, on la respecte, on la respecte. Que nous ne pouvons pas condamner ce qui respecte la loi. Arthur, s'il vous plaît, Arthur. Voyez la configuration de ce plateau. Nous nous perdons en conjecture. Je suis convaincu que nos auditeurs également se perdent en conjecture. Je vais dire quoi? Depuis 1995 jusqu'en 2000, des lois sont faites. Tantôt elles ne sont pas respectées. Tantôt celles qui les font refusent aux autres de participer à des scrutins. Tantôt ceux même qui sont, je dis, à qui profitent ces lois-là, en écartent d'autres et vice-versa. Par moment, on se met à deux. On fait des lois. Et à un moment donné, ça ne nous arrange pas, on se sépare. Mais qui en paye le prix? Je vous promets que ces genres de débats risquent de se tenir malheureusement encore longtemps. Parce que c'est à se demander qui est responsable de quoi en Côte d'Ivoire, qui a fait quoi. Ça fait 30 ans que ça dure, madame. Ça fait 30 ans qu'on en souffre. Et ça fait 30 ans que même nous, nouvelles générations, jeunesse, nous en sommes là à essayer de défendre l'indéfendable. Madame, on ne peut pas continuer comme ça et le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas continuer comme ça. Non, j'arrive. Voyez-vous, on ne peut pas... Laissez-la pousser. Allez-y, madame. On ne peut pas. Je suis désolé, mais voici un débat qui ne finira pas sur ce plateau-là. C'est facile parce de faire la morale. Parce que justement, des lois sont faites, elles ne sont pas respectées. Il faut faire des lois dénuées d'émotions, qui ne sont pas calquées sur des individus, mais qui résistent au temps, de telle sorte que tout le monde peut être candidat ou ne pas l'être selon son bon vouloir. Tant qu'on va faire ce genre de loi, on se retrouvera toujours dans... Monsieur le ministre, s'il vous plaît, laissez-la terminer. Elle va terminer. Je vais dire quoi? La classe politique est comptable de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et nul ne peut avoir raison dès lors qu'un Ivoirien y perd la vie. On est d'accord. Et moi, je veux revenir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Je suis personnellement déçu, mais je crois qu'il y a plusieurs qui sont déçus aussi, de constater qu'on en arrive au stade où on est obligé de sécuriser du matériel électronique, de sécuriser des villes. Ce qu'il faut sécuriser, c'est l'expression du vote. C'est pourquoi je dis que nous devons tous tirer les leçons de cette élection, afin que ces graves manquements, que ce soit du côté de l'opposition, que du pouvoir et même du peuple, nous devons tous tirer les leçons afin que ces choses-là ne se reproduisent. D'accord. Alors, permettez qu'on avance. On va écouter maintenant les observateurs, les différentes délégations d'observation qui ont regardé ce scrutin à travers le pays. Dans tous les bureaux de vote où nos observateurs étaient déployés, ils étaient là à l'heure. Certains bureaux ont commencé à l'heure, d'autres pas du tout. La plupart des bureaux de vote étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, certains bureaux de vote installés dans des bâtiments à étages, notamment à l'Institut de formation et d'éducation féminine de Treichville que nous avons observé, ont rendu difficile l'accès des bureaux de vote aux personnes en situation de handicap et aux personnes de troisième âge. La plupart des bureaux de vote ont enregistré la présence discrète des forces de l'ordre. Toutefois, ces forces n'avaient pas été déployées dans certains bureaux de vote au moment où nos observateurs visitaient les lieux, notamment à Gbagba Sud, à Bingerville, et au Centre d'action sociale à Bingerville. Les bureaux n'ont pu s'ouvrir dans les régions de l'Ifou et du Moronou à observer nos observateurs sur le terrain. Le matériel déployé par la CEI a été suffisant pour les observateurs. Certains, tels les bulletins de vote et les listings, ont été remplacés pour permettre le déroulement du vote, notamment dans les régions de l'Odjibois. Il a été constaté également des dysfonctionnements au niveau des tablettes biométriques et leur non-maîtrise par des agents de la CEI. Dans certaines régions et districts, les électeurs ont pu voter dans la sérénité sans incident majeur.
D'autre part, elle a été émaillée d'incidents et parfois de violences entraînant l'interruption du processus électoral. Dans les bureaux où il n'y a pas eu d'incident, les procédures de vote ont été respectées par les membres des bureaux de vote en présence des représentants des candidats. Sur l'assistance apportée aux personnes en situation de handicap, la Fondation a observé que dans les lieux de vote construits en immeubles à étages, des bureaux étaient logés dans les niveaux supérieurs, rendant ainsi difficile l'accès aux personnes à motricité réduite. La mission d'observation a, sur la base de ces informations, noté ce qui suit. Sur le déroulement du scrutin, le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux de vote que j'ai visités avec mon équipe. Dans la plupart des bureaux visités, le matériel électoral a été disponible. Une présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote a été observée. Cette présence a été renforcée à certains endroits. Les représentants du candidat Alassane Ouattara et du candidat indépendant Konan Kwadio Bertin étaient présents dans plusieurs bureaux de vote que nous avons visités. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. La mission a relevé que les personnels électoraux identifiables populaires nationales étaient présents dans près de 90% des bureaux couverts. Les représentants des candidats ont été présents dans la plupart des bureaux couverts par les observateurs de la mission, avec une moyenne de 2 représentants au moins par bureau de vote. Toutefois, celles des candidats d'Alassane Ouattara et Konan Bertin ont été représentées. La mission a noté que les votes dans les bureaux de vote observés se déroulaient dans une atmosphère calme, sereine dans 97,5% des cas. Les rares perturbations observées étaient liées à la mauvaise gestion des files d'attente dans près de 67% des cas, ou l'indiscipline de certains électeurs dans 33%. Elle a également noté que la clôture du scrutin et le déroulement des opérations de dépouillement ont été satisfaisantes dans 90% des bureaux couverts. La mission du Parlement africain a constaté au cours du déroulement du scrutin du samedi 31 octobre 2020 l'ouverture des bureaux de vote quasiment dans les horaires prévus, la bonne organisation du scrutin, la bonne maîtrise du processus du vote par des membres des bureaux de vote, la présence des délégués des candidats dans plusieurs bureaux de vote, la présence effective des représentants de la CEI, la disponibilité en quantité suffisante du matériel et documents électoraux, l'implantation visible des bureaux de vote, le comportement discipliné des électeurs, la participation massive des endroits des électeurs au scrutin, le respect des processus et du secret du vote, le déroulement correct des opérations de dépouillement. De ces observations préliminaires, la mission d'observation du Parlement africain a constaté que le scrutin du 31 octobre 2020 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 31 octobre 2020 libre et démocratique. Le groupe des observateurs de la CNSAD a noté une organisation logistique et matérielle de scrutin satisfaisante dans les centres de vote, une facilité dans l'accessibilité des bureaux de vote et la visibilité des listes par les électeurs. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été globalement respectées. Les isoloirs ont été placés de manière à assurer le secret du vote. L'identification des électeurs sur la base des listes électorales portant leurs photos et leurs empreintes digitales. La présence des délégués des 2 candidats en liste dans les bureaux de vote. Les opérations publiques de dépouillement ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral. L'ambiance du scrutin était apaisée dans la quasi-totalité des centres de vote visités. La participation des femmes et des jeunes a été notable. La présence de plusieurs missions d'observation nationales, régionales et internationales. Le groupe des observateurs de la CNSAD
salue l'attachement à la démocratie des Ivoiriens qui ont exercé leur devoir civique dans le respect de la loi. Le groupe des observateurs de la CNCR salue aussi le déploiement de milliers d'agents des forces de sécurité à l'effet de sécuriser le processus électoral. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin, dans le calme et la sérénité. Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène, semble-t-il, isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Les délégués des candidats interrogés au cours des échanges se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Les électeurs interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de leur vote. Alors, Madame Simone Aéry, on a écouté les observateurs, on constate qu'ils sont globalement satisfaits du déroulement du scrutin. Est-ce que c'est aussi votre avis? Alors, moi, je voudrais d'emblée faire une séparation entre la campagne électorale et le scrutin. Je voudrais relever quelque chose de fondamental qui s'est déroulé pendant la campagne électorale. Depuis 2002, dans notre pays, il s'est trouvé que la partie nord de la Côte d'Ivoire n'accueillait plus d'hommes politiques des autres partis autres que le RDR, je veux dire le RHDP. Ce fut un temps où un homme politique, que ce soit du PDCI, du FPI, MFA, ne pouvait plus tenir de meeting au nord, j'entends le Grand Nord. Mais durant cette élection, nous avons eu l'agréable surprise de sillonner toute la Côte d'Ivoire et de tenir des meetings au nord. Et pour nous, c'est déjà encore, comme je l'ai dit tantôt, c'est une victoire, c'est même une grande victoire. Parce qu'il faut ouvrir tous ces champs qui faisaient la Côte d'Ivoire, rassemblée. La Côte d'Ivoire qui était une, on pouvait aller partout. Et c'était des choses qui avaient été perdues à cause justement des cristallisations, des émotions à l'approche des élections. Quant au scrutin, le scrutin en lui-même, oui, nous avons été globalement satisfaits. Parce que tout le monde le sait, des violences ont émaillé considérablement et dangereusement ce scrutin. N'empêche, les Ivoiriens épris de paix, pour qui le vote était un droit citoyen, ont tenu à l'exprimer. Et ils ont réussi à l'exprimer. Alors, ces Ivoiriens en sont estimés à 53%, 53,90% par la Commission électorale indépendante. Est-ce que ce chiffre, selon vous, reflète la réalité du terrain? Ça se pourrait, dans la mesure où c'est une moyenne. C'est une moyenne par endroit. Il pouvait avoir, par exemple, 90 ou 95% de taux de participation. Ailleurs, on pouvait même avoir moins de 5%. Il y a même des endroits où c'était carrément, quasiment vide. Et donc, en termes de moyenne, je dis oui, ça se pourrait, ça reflète la réalité. Alors, mais ce taux est raillé par certains observateurs qui estiment qu'il est largement en dessous de ce qui est dit. On entend des chiffres tels que 10%, 23%. Vous étiez également sur le terrain. Est-ce que vous pensez que réellement, avec toutes ces violences-là, les Ivoiriens sont véritablement sortis? Ce taux est tout à fait réaliste. On a entendu la Commission électorale indépendante égrener les résultats département par département. Effectivement, dans certains départements, le taux de participation était relativement élevé. Dans d'autres départements, je l'ai noté, j'ai vu des taux de participation relativement faibles, entre 13 et 15%. Ça aussi, vraiment, je l'ai entendu. Mais il faut relire tranquillement. On ne va pas embêter les téléspectateurs avec l'arithmétique, mais il faut relire les chiffres que
le président de la commission électorale a donné. Je crois que sur une population électorale d'environ 7,5 millions d'électeurs, il y en a près de 1,5 million qui ont dû buter sur des empêchements d'accès vraiment au bureau de vote. Près de 1,5 million, qui n'ont pas eu accès, qui n'ont pas eu la possibilité de jouir, d'exprimer de jouir de leurs droits civiques. Bon, et tout à l'heure, je vous donnais le chiffre du repli des bureaux de vote. Un bureau de vote sur 5 n'ont pas ouvert. À partir de ce moment-là, moi, je suis totalement d'accord avec la comptabilité que le président de la commission électorale indépendante a faite. Là, il a basé l'assiette électorale qu'il a fixée après le constat qu'il a fait sur le terrain. C'est environ 6 millions d'électeurs. Donc, quand on regarde les 6 millions d'électeurs et quand ils sont corrélés avec les résultats qui ont été donnés, le taux de 54% est tout à fait réaliste, à mon avis. Monsieur le ministre. Mais écoutez, je rejoins ce que BT Sendo a dit. Nous avons un taux de participation qui a été contrasté selon donc, les régions. Moi, je prends le cas d'Issia, par exemple, où nous avons eu autour donc, de 24% donc, de taux de participation. Là où, dans le département de Daloa, on a eu 56%. À Vavois, on a eu près de 59%. À Zoukoubou, il n'y a pas eu d'élection, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ce taux, pour nous, reflète la réalité. Et vous avez constaté que dans certains bureaux de vote, moi j'ai été visiter quelques bureaux de vote à Daloa, très tôt le matin, les populations ont pris donc d'assaut donc certains bureaux de vote. Et il y a eu quand même un certain engouement de certaines populations dans les bureaux de vote. Et on constate aussi que dans d'autres bureaux de vote, l'engouement était beaucoup moindre. Et donc ce taux, en tout cas selon les calculs du RHDP, puisque nous avons mis en place aussi un dispositif donc, de remontée d'informations, et ce taux qui a été donné est conforme à ce que nous avons, nous, comme information. D'accord. Alors, Arthur, 53%, 53,90%, enfin, qui satisfait quand même les observateurs et le parti qui l'emporte, et donc une partie, on va dire, des Ivoiriens. Vous pensez que c'est véritablement réaliste avec les appels au boycott, avec les appels à l'abstention? Moi, j'ai 3 enseignements clairs que je tire de ce taux de participation. Le premier enseignement, c'est la nouvelle méthode de calcul du taux de participation par la CEI. Voilà, parce que normalement, le taux de participation, c'est sur le nombre d'inscrits. Cette fois-ci, la CEI a ramené au nombre de gens, de bureaux ouverts. Alors que si on ramène aux 7 millions d'inscrits, on serait à 42%. Voilà. C'est une réalité. On peut comprendre la démarche de la CEI aussi de dire que ceux qui ont été empêchés d'être votés, donc déjà, il faut cette nuance-là pour que les gens comprennent bien. Les 53,9% de la CEI ne tiennent pas compte des 5000 bureaux de vote qui n'ont pas pu être ouverts. Si on les intègre, on a un taux de 43%. Voilà, pour déjà. Après, évidemment, quand moi j'ai suivi en direct toute la nuit d'hier les taux, et d'ailleurs je félicite au passage le ministre qui a réalisé l'une des plus belles performances dans la moitié sud du pays. Deuxième enseignement, c'est la stratégie du RHDP qui a été payante dans les nouveaux majeurs. Parce que vous voyez, on retrouve pratiquement 3 millions de voix que le président réalise, ce qui fait gagner 200 000 voix, c'est ça, non, par rapport à 2015. Voilà, ce qui montre que sur le 1,5 million de gens qui sont venus... 500 000 voix, le candidat Alassane Ouattara gagne 500 000 voix entre 2010 et 2020. Non, moi je reste sur 2015. Non, mais je vous donne des indicateurs. Pour dire que on comprend, et le RHDP le revendiquait déjà qu'ils allaient avoir 800 000, vous avez dit, ou 900 000 Allez-y. 800 000, 900 000 nouveaux inscrits. Quand on regarde le truc, on comprend bien, puisque certains se disent, mais comment tous deux ils ont fait, et puis cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est restée au PDC, mais la stratégie des nouveaux majeurs qui a été mise en place a été vraiment payante. Ça prouve que, contrairement aux autres partis, évidemment, le RHDP a scientifiquement préparé son élection. Troisième chose qui frappe, même s'il y a des percées intéressantes dans le sud, je pense à Daloa par exemple, à Vavois, ou même à Songon qui a été frappant, 80% de taux de participation, à Tekoubé avec 71% de taux de participation. Il y a quand même plus, on descend vers la partie méridionale du pays, on a beaucoup plus d'incidents, et même dans les zones où il n'y a pas d'incidents, des taux de participation très faibles. Ce qui montre que la carte électorale en termes de bastillons
je pense qu'elle n'a pas trop bougé, même si, comme je l'ai dit, il y a des percées qui ont été faites, notamment à Daloa, à Songon, etc. Ouais. Alors, on va regarder ensemble l'ensemble des taux de participation de 90 à 2020. En 90, on était à 69,20%. En 95, 56,20%. 2000, 37,40%. 2010, 83, 73 au premier tour. 2015, 52, 86. 2020, 53,90. Donc, ce n'est pas le taux le plus faible sur cette période. Ce taux s'inscrit, on va dire, dans le top 3 des meilleurs taux. Pourtant, vraisemblablement, c'est l'une des élections les plus difficiles. L'explication de la stratégie, d'une des explications, je l'ai dit, il y a deux explications, c'est dans la méthode que le RHDP a mis pour renforcer la liste électorale, et puis dans la stratégie que la méthode utilisée aussi par la CEI pour calculer je ne sais pas si en 1995, pendant le boycott actif, ils ont retiré aussi, le ministère, à l'époque c'était le ministère de l'Intérieur, avait retiré, je ne sais pas, voilà, les zones où on n'avait pas voté aussi. Voilà. Donc, moi, c'est les deux explications. Mais dans la dynamique, moi, je pense qu'il faut regarder vraiment une constante importante, celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la légitimité du candidat Ouattara entre 2010 et 2020. Voilà. En 2010, au deuxième tour, il avait réuni environ 2 millions 4 électeurs, 400 000 suffrages sur son nom. Mais aujourd'hui, en 2020, il en est à environ 3 millions. Il y avait combien d'inscrits en 2010? Non, je veux dire, je ne regarde que cette constante pour ne pas embêter. Il faut donner une bonne allure. D'accord, alors, madame... On a tout entendu. Il faut monter aussi le nombre de gens qui... Arthur, s'il vous plaît. Je voudrais allez-y, quelque chose. Alors, madame, alors, la question pour vous, vous avez dit que personne n'a été empêché. Votre candidat, notamment, a fait campagne un peu partout. Il n'y a pas eu d'empêchement de campagne. Mais n'empêche qu'au regard de ces résultats, on constate qu'il y a des fortes disparités. Le carton plein pour le RHDP, il est fait au nord. Et dans les autres zones, le taux est encore très faible. Les disparités sont vraiment grandes. Alors, madame, vous pouvez donc... Elle va répondre. Vous pouvez donc comprendre qu'une chose est de faire campagne, une autre réalité est donc, on va dire, le résultat qui sort du scrutin. Mais je voudrais, avant de revenir à cette question, je voudrais dire tantôt, à la suite donc, de l'intervention de notre ami ici, dire qu'il ne faut pas mettre, je veux dire, la volonté d'expression des Ivoiriens seulement au compte du RHDP. Il n'y a pas que la tactique du RHDP dans cette histoire. Voyez, non, j'arrive. En 2010, oui, allez-y, en madame. 2010, les énergies étaient cristallisées autour du vote, mais ce n'était pas seulement le fait du RHDP. En 2020, les énergies ont encore été cristallisées. C'est-à-dire que quoi? Le peuple de Côte d'Ivoire manifeste sa volonté de s'exprimer. Il n'y a pas qu'une tactique du RDA et du président Ouattara, comme vous le dites ici. C'est plutôt la volonté des Ivoiriens qu'il faut lire parce qu'elle veut s'exprimer, parce qu'elle veut se donner les dirigeants qu'il désire avoir. Il faut comprendre cela. Il ne faut pas ramener les choses à la seule personne du président Ouattara ou à toute autre personne. C'est une expression démocratique. Pour revenir à votre question, madame, je l'ai noté pour le partager avec l'ensemble des Ivoiriens parce que c'est un fait notable. C'est un fait notable. Voilà 18 ans que le Nord est une chasse gardée. Donc je dis que c'est déjà une victoire d'aller faire campagne au Nord. C'est une victoire d'aller s'adresser aux parents du Nord. Parce que dans cette démarche, vous voyez qu'au-delà du scrutin, il y a une recherche de cohésion nationale, de faire en sorte que les Ivoiriens se parlent entre eux. Que la Côte d'Ivoire, elle est partout, ouverte à tout le monde. Les enfants du Sud ont le droit d'aller au Nord, les enfants du Nord ont le droit de venir au Sud, et à l'Est et à l'Ouest, ainsi de suite, en passant par le centre. Et donc, les résultats dans les urnes, mais c'est une autre réalité. On ne peut pas se satisfaire aujourd'hui des scores à la soviétique. Mais si au prix de la paix, on peut y arriver, allons-y. Mais il faut en tirer les leçons. J'insiste. Il faut en tirer les leçons. Non, d'abord, je vais rectifier. C'est vrai que Kakabe a pu faire campagne au Nord. Mais je peux dire qu'en 2010, Laurent Gbagbo a fait campagne au Nord. En 2015, Afingessa a fait campagne au Nord. Donc, le Nord n'a jamais été une chasse gardée en termes de possibilités pour des candidats de faire campagne ou pas.
Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que si Arthur, des bureaux de vote n'ont pas pu s'ouvrir parce que le document, le matériel électoral n'a pas pu arriver, vous ne pouvez pas déterminer dans le bureau de vote quels sont ceux qui étaient pour le boycott réellement et ceux qui étaient pour les élections. Donc, objectivement, on ne peut pas dire que tous ceux qui ont été dans les bureaux de vote où il y avait un empêchement étaient pour l'abstention, pour le comptabiliser. Donc, alors, je le dis, ça passe, tout à l'heure, vous tentiez donc de relativiser ce que Méïté Sindou est en train de dire. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, premièrement, on a eu des élections. Et c'était aussi un défi, puisque certains ne voulaient pas qu'il y ait des élections. Deuxièmement, on a eu un taux de participation élevé dans le contexte donc, de violences que nous avons connues. Troisièmement, ces violences ont été isolées à quelques endroits, bastions donc de l'opposition. 14 départements sur 108 départements. Donc ça veut dire qu'on a près de 90 départements, 94 départements où les élections sont passées de façon calme et apaisée. C'est aussi une victoire, non seulement pour le peuple ivoirien, mais c'est une victoire pour notre démocratie. Maintenant, je dis, il faut qu'on parle aussi de la responsabilité de cette opposition qui a décidé, contre toute logique, alors, justement, de se mettre dans une logique antidémocratique. Arthur, je sais que tu es PDCI, ça, on peut en parler puisqu'on se connaît très bien. Non, il ne l'a pas dit sur ce plateau. Monsieur le ministre, parlant de l'opposition... En termes de clarté, c'est bon de savoir qu'il est PDCI pour mieux comprendre ses positions. Oui, je vous permets de répondre. Collaborateur au cadre des jeunes cadres RHDP. Oui, et depuis quelques années, j'ai décidé d'être observateur de la vie politique. Merci, Arthur. Je ne me cache pas, quand j'ai envie d'être militant du PDCI, je le suis. Monsieur le ministre... À moi, tu ne peux pas dire que tu n'es pas PDCI. Monsieur le ministre... Monsieur le ministre, certainement que vous... Quand le RHDP, donc en 2018, tu es parti au PDCI. C'est quand même important parce que... Non, ce n'est pas l'objet du débat. S'il vous plaît, ce n'est pas l'objet du débat. Alors, on va regarder... Oui, on va regarder, s'il vous plaît, on va regarder la posture de l'opposition, justement, qui a appelé ses militants à ne pas voter, à boycotter donc le scrutin, notamment les candidats Henri Konan Bédié et Afin Guessang, qui, juste au lendemain de ce scrutin, ont annoncé la mise sur pied d'un conseil national de transition. Comment vous réagissez à cela? Mais c'est de la rigolade. C'est de la rigolade et c'est très grave. Surtout pour des hommes politiques qui ont géré ce pays. Que ces hommes politiques décident de se mettre en marge donc, de la loi. Voilà des personnes qui ont battu campagne autour donc, du respect de la Constitution et qui décident, donc, à l'épreuve de la publication des résultats, de se mettre en dehors donc, de la Constitution. Ce que nous disons en tant que gouvernement, c'est que c'est de la sédition et tous ceux qui sont mis dans cette logique devront répondre devant la loi puisque cela tombe sur le coup de la loi. Le gouvernement a opté pour la fermeté. Mais nous avons opté pour la fermeté et je pense que ce n'est même pas bon pour nous. Alors, ça dit que toutes les voies de dialogue sont épuisées. Mais tout dialogue se fait dans un cadre légal, madame. On ne dialogue pas à n'importe quel prix. Je vais vous dire, par exemple, que par principe, vous avez des gouvernements qui ne discutent pas avec des djihadistes. Et au prix de la paix, au prix de la cohésion, au prix de la sécurité des Ivoiriens? Oui, mais ce qu'ils sont en train de faire va à l'encontre de la paix et de la cohésion des Ivoiriens. Il faut qu'ils rentrent d'abord dans l'ordre républicain, qu'ils rentrent d'abord dans une logique démocratique. Et en ce moment, oui, toutes les discussions sont possibles. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas attendu. Vous savez qu'avant la présidentielle, par 2 fois, le gouvernement a invité cette opposition à la table de discussion. Elle a brillé par son absence. Depuis 2019, à chaque étape importante du processus électoral, le gouvernement a voulu discuter avec l'opposition. Le gouvernement a fait des concessions à cette opposition sur la recomposition même des commissions électorales au niveau local, sur une place accordée au PDCI au sein de la commission électorale indépendante. Donc le gouvernement a toujours été dans une logique de dialogue. Mais on dialogue dans un cadre, et dans un cadre légal, et respectueux de nos institutions et de notre constitution. À partir du moment où des gens se mettent en dehors donc, de ce que je viens de dire, mais ces personnes tombent sur le coup de la loi. C'est aussi simple que ça. Madame Ayeri? Alors, je voudrais dire que pour vous... Vous avez entendu, vous avez certainement suivi l'actualité. Pour nous, c'est une aventure. C'est une aventure, et toute aventure qui peut conduire à la guerre civile ou à la division doit être condamnée. Cependant, madame, dans cette même Côte d'Ivoire, lorsque le président Laurent Gbagbo était encore aux affaires, il n'a pas lésiné sur les moyens, avec son opposition,
Ils n'ont pas lésiné à aller chercher la paix dans toutes les capitales sous-régionales, même en Europe. Nous voulons dire quoi? C'est vrai, cette aventure-là n'honore pas la Côte d'Ivoire et c'est au gouvernement d'être ferme. Cependant, la question de la crise politique qui sévit en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années doit pouvoir vraiment arriver à son terme. Et pour cela, nous avons lancé un appel au gouvernement. Il est important qu'au-delà de la fermeté, il s'entend qu'il faut appliquer les lois et tout ça, mais lisez entre les lignes, il faut rechercher la paix par tous les moyens. Et s'il incombe au gouvernement de sécuriser les Ivoiriens, il incombe également au gouvernement de créer les conditions pour que nous allions au dialogue. Certes, le gouvernement a fait un effort, mais il n'y a pas de sacrifice qui soit de trop. Il faut permettre à la classe politique de se parler. Il faut initier des rencontres. Il faut faire en sorte que c'est vraiment ce qui est en train de naître là, qui peut être fortement préjudiciable pour notre pays, soit rapidement. Mais alors là, rapidement, que nous puissions tourner la page. Il est important que la question du Conseil national de transition soit gérée, mais vraiment avec une bonne dose de réconciliation, de paix, mais dans la fermeté. Nous sommes pour la fermeté. Dans un premier temps, pour la quiétude des Ivoiriens. Et après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout des choses. Il faut toujours intégrer la dose de la paix, rechercher le consensus. Mais Tessendou, comment vous regardez cette annonce-là? Il faut avoir quand même une analyse ferme sur cette initiative. C'est simplement une injure au peuple ivoirien. Et c'est insulter l'expression du suffrage démocratique qui vient à peine d'avoir lieu. Il n'y a que le peuple qui peut établir des autorités. Alors, on ne peut pas bouder une élection. On ne peut pas la boycotter. Activement l'empêcher et après venir se prévaloir vraiment du titre de gouvernant de la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire, c'est complètement illogique. On ne peut pas célébrer la Constitution alors même qu'on en connaît les dispositions. On sait qu'aucun cadre de transition n'est prévu dans la Constitution. On essaie d'établir cet instrument-là, un Conseil national de transition. Donc moi je pense effectivement qu'il faut être ferme là-dessus. Et sur les initiatives de dialogue, je suis d'accord avec madame que effectivement, le gouvernement doit tout faire pour discuter. Mais le gouvernement a donné des gages de bonne foi. Je parle sous le contrôle du ministre Touré qui est devant moi. Je crois qu'en pleine campagne électorale, le Premier ministre, sur les instructions du président Ouattara, a ouvert 2 sessions de dialogue qui ont été boudées par l'opposition. Et j'ai entendu, au cours d'une interview de campagne électorale donnée par le président Ouattara, lui-même publiquement indiquer qu'il était prêt au dialogue avec le président Henri Konan Bédié, qu'il avait formulé une offre de dialogue dont il attendait vraiment la réponse. Bon, ne veut dialoguer que celui qui est de bonne volonté. Arthur Bongar, c'est encore le spectre de 2010 qui plane ou pas? C'est quoi votre Mais avant je vais rectifier quelque chose. Allez-y rapidement là-dessus, le temps. Que je sais m'assumer quand j'étais militant actif du PDC. Vous l'avez dit, on l'a entendu, Arthur, on l'a entendu, c'est clair. Allez-y sur... Il sait très bien quand je suis actif que je le suis, puisqu'on l'a fait ensemble. Maintenant, ce que je veux dire là-dessus... Il est toujours actif. Allez-y, Arthur. Pour une question de transparence, je suis obligé de dire qu'il est toujours actif. Et comment ça se montre mon activité? Voilà. Arthur, allez-y. Votre regard sur le Conseil national de transition. Mon regard il est clair. On va écouter Arthur, s'il vous plaît. Mon regard, en fait, je vais dire, si depuis le départ, je me suis refroidi, c'est parce que depuis 2018 déjà, je ne comprenais pas la stratégie du PDC et puis l'âge de l'opposition. Voilà, et c'est même pas aujourd'hui. Là encore, quand je vois les résultats le Conseil national de transition. Non, je viens. On parle de la stratégie, on parle que sur le Conseil national de transition. Vous voulez parler de la stratégie de l'opposition? Allez-y. C'est juste... Allez-y. La stratégie de l'opposition, il y avait 2 choses qui se posaient à l'opposition. Après, du moins, le Conseil constitutionnel a produit. Il y a une chose, c'est de rentrer dans une logique de dire, OK, la candidature du président est illégale, donc on ne participe pas. Ça ne m'inspirait pas trop. Il y avait une autre qui était de tenter crânement sa chance autour de ceux qui sont retenus. Et là, en ce moment-là, il y a des exemples qui ont été des succès. L'exemple de Macky Sall, par exemple. Voilà. Et on allait avoir la fête électorale qu'on voulait. Surtout que, regardez à la convention d'investiture du président Bédié, il déroule son programme. Donc on attend pour venir discuter programme.
Et on ne les voit plus. Moi, on a manqué la fête qu'on attendait, peut-être comme M. Mété l'exigeait, parce que la stratégie n'a pas été la bonne. Et on a l'impression qu'on continue. Au bout d'un moment, il faut s'asseoir, il faut faire le bilan, il faut se dire... Alors, comment vous avez réagi quand la mise sur pied du Conseil national des transitions a été annoncée en tant qu'observateur? Ouais, même là, pour être franc, quand je connais l'histoire du PDC, qui est un parti légitimiste et légaliste, j'ai été un peu gêné de l'allure que ça a pris. Après, je me dis qu'au bout d'un moment, il faut qu'on sorte de la logique de l'affrontement. Alors, comment on en sort? Comment on en sort? Aujourd'hui, pour moi, il y a deux leviers. Il y a deux leviers. Il y a un levier national. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas normal que Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui se réclament ou fouettistes, n'arrivent pas au dialogue. Le dialogue, ça doit couler dans leurs veines. Voilà, donc aujourd'hui, pour moi, il y a deux leviers de dialogue. Un levier national qui peut être activé par les chefs traditionnels, les guides religieux, et puis un autre levier international qui peut être activé par la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU. Mais il faut qu'on en sorte parce que... Alors, ces organisations-là, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre sur la table pour approcher les positions? Non, ces organisations ont déjà réagi et elles ont demandé, il faut qu'on soit clair, il faut sortir de l'équilibrisme. Ces organisations ont demandé, Henri Konan Bédié et consorts, de respecter l'ordre constitutionnel. Le dialogue doit être basé sur la légalité. Et deuxièmement, le président Ouattara n'a aucun problème, mais nous vient de le dire. Le président Ouattara a montré toujours sa disponibilité à discuter, a instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko 2 fois à l'effet de discuter avec l'opposition. Il faut peut-être que vous parlez un peu au président Bédié. Donc il faut sortir de l'équilibrisme et situer les responsabilités. C'est donc les questions aujourd'hui devant nos concitoyens, c'est de situer les responsabilités. Qui refuse aujourd'hui le dialogue en Côte d'Ivoire? Qui s'inscrit aujourd'hui dans une logique antidémocratique? Qui veut aujourd'hui plonger ce pays? Mais on regarde aujourd'hui du côté de cette opposition radicale et je veux que tu aies le courage donc de le reconnaître devant la nation ivoirienne. Moi, j'invite les Ivoiriens à dialoguer parce que le dialogue, c'est l'arme des Ivoiriens et tous les Ivoiriens qui s'opposent au dialogue doivent changer leur logique. Alors, pour vous, c'est quoi les défis du nouveau président? Mais ça se voit, l'élection nous montre déjà les défis. On est un pays divisé, on est un pays fracturé. Comment on répare la fracture? Le premier défi, c'est de ramener la réconciliation par le dialogue. C'est la première arme, d'ailleurs c'est la seule arme que Houphouët-Boigny nous a laissée. Et s'entendre par des dialogues de sourds, avoir une vision constructive pour notre pays, travailler sur l'état de droit et la gouvernance. Pour moi, c'est les premières choses qui vont faciliter le reste. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette tension qu'on a depuis... D'accord. Alors, Monsieur le ministre, les défis de la nouvelle gouvernance, pour vous, c'est quoi? Mais le président Ouattara l'a rappelé, et nous l'avons maintes fois dit pendant donc, la campagne, nous allons consolider nos acquis. Acquis en termes de cohésion sociale. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et quelle sera la place de l'opposition dans ces acquis à consolider là? Mais l'opposition choisira le rôle qu'elle veut jouer. C'est à l'opposition de voir ce qu'elle veut faire. Le président Ouattara aujourd'hui travaille pour les Ivoiriens. Il considère qu'après 2010, après la grave crise que nous avons connue, en 10 ans, les Ivoiriens ont réappris à vivre ensemble. Et ça, c'est fondamental. Et c'est parce que d'ailleurs les Ivoiriens ont réappris à vivre ensemble que cette crise que l'opposition a voulu créer avec donc les crises intercommunautaires n'a pas pu prospérer parce qu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait. Ensuite, il y a l'aspect sécuritaire. Quand vous regardez aujourd'hui la sous-région avec tous les menaces djihadistes et autres, on ne peut pas s'offrir le luxe d'une instabilité en interne qui ferait donc le nid des djihadistes. Donc la sécurité. Et ensuite, il faut qu'on s'occupe des Ivoiriens. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut être frustrant. Les Ivoiriens ont voulu qu'au cours de ce débat démocratique pour ces élections, chacun dise ce qu'il peut faire quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour l'école? Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi des jeunes? Qu'est-ce qu'on fait pour nos parents paysans, etc. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, après son élection, va continuer à travailler pour les Ivoiriens. On aurait souhaité que l'opposition soit dans la même dynamique, mais apparemment, ils ne sont pas dans cette dynamique. Donc, Arthur, oui au dialogue, mais un dialogue qui est respectueux de l'état de droit et de l'ordre constitutionnel. Mais c'est pour ça que je dis l'état de droit en premier truc. Quels sont les défis que vous identifiez pour Non, je crois que mes prédécesseurs, le ministre Touré, Arthur Banga, je crois qu'on définit les contours. Mais moi, je crois qu'il faut insister. Le défi le plus important aujourd'hui, à mon humble avis, c'est la stabilité. Voilà. Et je crois que le président Ouattara s'est attelé vraiment à la construire. On n'a pas eu l'occasion d'épiloguer là-dessus tout à l'heure. Même d'une certaine manière, aujourd'hui, il faut pacifier le champ politique. Et il faut relever
le niveau d'exigence démocratique que les politiciens doivent avoir à l'égard du peuple. Et je crois que tous ces contours-là sont dessinés dans la nouvelle loi électorale. L'instauration du parrainage, c'est pour écrémer un peu, pour trier et nous amener de bons politiciens qui fassent une vraie offre. Et je pense que vraiment le plus important... Des candidats crédibles. Alors, Madame Mahéry, c'est quoi l'avenir de votre candidat dans... Comment votre candidat se positionne dans cette nouvelle gouvernance? Alors, son avenir politique, il crée un parti politique, il retourne au PDCI ou il est permettez-moi déjà... Il prend le contrôle du PDCI. Oui, il est suspendu au PDCI. Allez-y, madame. Bon, et je crois que M. Meïté nous donne une nouvelle mission. D'accord. Et vous, quelle était la mission? Je veux vous dire que, madame... Très rapidement, on va boucler cette émission. À entendre parler la classe politique, et je ne le dis pas pour nous qui sommes ici, à entendre parler la classe politique, elle clame, elle crie, elle dit qu'elle parle au nom du peuple. Mais en réalité, madame, la classe politique ivoirienne n'écoute pas le peuple. N'écoute pas le peuple. Votre candidat, il n'écoute pas le peuple. Et nous, justement, c'est ça. Nous voulons, à travers les réformes que nous avons proposées dans notre projet de société, nous avons parlé de démocratie participative. Il faut écouter le peuple. Il ne faut pas énoncer seulement des choses que nous voulons voir arriver, mais il faut écouter le peuple. Le peuple a une parole, a un mot. Le peuple parle, le peuple dit quelque chose. Et nous voulons donner l'occasion justement à ce peuple-là de s'exprimer. C'est pourquoi nous avons défini ce que nous avons appelé la maison commune où tout le monde peut s'exprimer. Pas seulement les chapelles politiques. Ce projet, c'était en cas d'élection, mais votre candidat n'est pas élu. Nous voulons mettre cette force de proposition au service de l'État. Si tant est-il que le Vous organisez un parti politique? Non, madame, nous avons parlé non pas de parti politique, encore moins de mouvement, mais nous avons parlé d'une maison citoyenne. C'est quoi une maison citoyenne? Nous tenons à faire en sorte que ce concept de démocratie participative, qui est différent de la démocratie représentative, soit pris en compte. Il faut écouter les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens parlent. Il faut qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. On ne peut pas faire leur bonheur malgré eux. Et quand elle va s'exprimer, elle nous dira. Nous allons mieux l'entendre. Et voyez-vous, nous sommes allés plus loin. La première des choses que nous souhaitons voir arriver dans ce pays, c'est la réconciliation, la vraie réconciliation. Alors, je vais donner 30 secondes à chacun pour boucler cette émission. Continuez, 30 secondes. Ensuite, madame, je pense qu'il est temps de parler de réformes profondes dans ce pays. Il est temps de parler de méritocratie, madame. Parce que vous voyez, de fil en aiguille, alors jusque-là, vous ne nous donnez pas l'avenir de votre candidat? Non, en termes d'avenir, le candidat Kwadio Konan-Bertin est PDCI, il demeure PDCI. Il a été temporairement suspendu. L'avenir nous dira. Il y aura un congrès où le congrès va se décider par rapport à son sort. Mais pour l'instant, nous sommes au PDCI. Mais madame, ce qui est mieux que tout cela, c'est la Côte d'Ivoire. Nous nous mettons au service de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'il faut retenir. Nous souhaitons que les propositions que nous avons énoncées durant toute cette campagne puissent constituer une force de proposition pour tous les gouvernants, quels qu'ils soient. Merci, parce qu'il faut que nous sortions justement de l'ornière de la violence. Mais 30 secondes, très rapidement. Non, 30 secondes. Nous, notre exigence, c'est la stabilité. Il faut nécessairement, sans stabilité, rien ne peut se construire. Et puis, bien entendu, j'entends parler du renouvellement de la classe politique. Bon, moi, ce concept-là, je ne le lis pas vraiment... je n'en tire pas un lien générationnel. Je crois que le renouvellement de la classe politique va advenir quand les politiciens, en général, opposition comme pouvoir, redeviendront une vraie force de proposition. Arthur Banga. J'espère que c'est la dernière élection présidentielle avec tout ça. J'espère que d'ici à 2025, on aura de la maturité politique, on aura une classe politique plus responsable. Et pour les partis qui sont engagés, qui réfléchissent déjà à la reconstruction, pour ceux qui sont déminés, pour que la paix soit dans notre pays. Monsieur le ministre, pour terminer. Alors, ce que je peux dire, c'est que je reviens sur mon introduction. Aujourd'hui, c'est le triomphe de la démocratie. Nous avons pu faire des élections à date constitutionnelle. La majorité des Ivoiriens a pu s'exprimer donc, en faveur d'un candidat qui est le président Alassane Ouattara. Donc tout le débat autour donc, des conditions de ces élections pour nous sont derrière nous. Aujourd'hui, il faut regarder de l'avant. Et regarder de l'avant, c'est regarder notre pays. On est d'accord qu'il faut consolider les acquis dans de stabilité. Sans stabilité, il n'y a rien du tout. On est d'accord qu'il faut aller sur le terrain, travailler pour nos différents concitoyens. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous accommoder avec donc l'attitude de défiance par rapport à la loi et à la Constitution que l'opposition est en train d'avoir. Il faut la condamner avec la plus grande et extrême fermeté.
les Ivoiriens attendent mieux de cette opposition. Et ils ont tous été des hommes d'État, ils ont tous occupé des responsabilités importantes dans ce pays. Les Ivoiriens attendent mieux d'eux. C'est ce que je l'ai dit. Et pour le reste, le président Ouattara continuera donc à travailler pour ses concitoyens. Merci, Monsieur le Ministre. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le ministre Mamadou Touré, représentant le candidat du RHDP, Madame Simone Ayeri, représentant le candidat Kouadio Konan-Bertin, Meïté Sendou, journaliste, directeur de Nord-Sud.info et Arthur Banga, historien. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1.